Imaginez ceci, une porte, une petite poterne en bois insignifiante, oubliée à la base d'une muraille de 21 kilomètres, et 1100 ans d'un empire chrétien anéanti, une civilisation entière, le dernier écho de Rome qui avait survécu aux Huns, aux Arabes, aux Croisés et aux Mongols, fut écrasée à cause d'un loquet non verrouillé. À l'aube du 29 mai 1453, la ville la mieux défendue du monde fait face à son épreuve finale. À l'extérieur, une armée de 80 000 à 200 000 Ottomans menée par un sultan de 21 ans, Mehmed II. À l'intérieur, moins de 7 000 défenseurs, un mélange de Grecs, de Génois et de Vénitiens, protégeant la capitale d'un empire qui n'existait plus. Les chances étaient, au mieux, de 10 contre 1. La ville aurait dû résister comme elle l'avait toujours fait. Mais en moins de 12 heures, le dernier empereur romain serait mort et le croissant de lune flotterait sur Sainte-Sophie. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les derniers instants de l'Empire romain. Premièrement, nous analyserons la technologie terrifiante des supercanons qui ont pulvérisé des murailles considérées comme indestructibles pendant un millénaire. Deuxièmement, nous revivrons la manœuvre d'ingénierie militaire la plus audacieuse de l'histoire, lorsqu'un sultan a transporté une flotte entière par voie terrestre. Troisièmement, nous enquêterons sur la mort du dernier César, Constantin XI, et les légendes qui entourent sa disparition dans le chaos de la bataille. Mais il y a un détail que de nombreux historiens ignorent, un moment de négligence humaine si minime, mais si catastrophique, qu'il a scellé le destin du monde médiéval. Ce détail est l'histoire de la Quercoporta, la porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Pour comprendre la magnitude de la chute de Constantinople, il faut d'abord visualiser ce que la ville représentait au XVe siècle. Elle n'était plus le cœur battant d'un empire vaste et puissant qui s'étendait de l'Égypte à l'Italie, comme au jour de Justinien. Au contraire, l'Empire byzantin, l'héritier direct de l'Empire romain, était une ombre pâle et fragile de son ancienne gloire. En l'an 1450, l'empereur Constantin XI, paléologue, gouvernait à peine plus que la ville fortifiée elle-même, quelques îles de la mer Égée et une portion du Péloponnèse en Grèce, connue sous le nom de Despotat de Morée. L'Empire était un anachronisme, une relique encerclée par une mer de puissance ottomane en pleine ascension. La population de la ville, qui avait autrefois abrité plus d'un demi-million d'âmes, avait diminué pour atteindre peut-être 50 000 habitants, un nombre insuffisant pour garnir adéquatement ces légendaires et étendues fortifications. Les églises, jadis resplendissantes de mosaïques d'or, étaient à l'abandon et les grands palais impériaux, comme celui de Blachern, montraient des signes de décadence. Économiquement, l'Empire était en faillite, dépendant de la charité et des intérêts commerciaux des républiques maritimes italiennes, Gênes et Venise, qui contrôlaient le commerce du Bosphore et maintenaient leur propre quartier fortifié à l'intérieur de la ville. La quatrième croisade, en l'an 1204, avait été un coup dont Constantinople ne s'était jamais complètement remise. Le pillage brutal perpétré par les chrétiens occidentaux eux-mêmes avait laissé des cicatrices profondes, tant physiques que psychologiques, sapant la confiance entre l'Orient grec et l'Occident latin. La restauration subséquente de l'Empire en 1261 fut une victoire à la Pyrrhus. L'Empire restauré n'était qu'une fraction de son ancien moi. La division religieuse était un autre cancer qui rongeait les fondations de l'État byzantin. La pression ottomane croissante força les empereurs à chercher une aide militaire en Occident, mais cette aide avait un prix, la soumission de l'Église orthodoxe grecque à l'autorité du pape à Rome. Au Concile de Florence, en 1439, l'empereur Jean VIII, frère et prédécesseur de Constantin XI, accepta l'union des églises. Cette décision
né du désespoir politique, fut accueilli avec fureur et répulsion par la population et le clergé de Constantinople. La phrase « plutôt le turban du sultan que la mitre du cardinal » devint un cri de guerre parmi les orthodoxes anti-unionistes, reflétant un profond ressentiment et une méfiance envers les latins, considérés comme des hérétiques et des traîtres. Constantin XI, un leader courageux et pragmatique, hérita de ce royaume fracturé et assiégé. Il savait que la survie de son empire dépendait d'une alliance fragile avec l'Occident. Mais il comprenait aussi l'abîme culturel et religieux profond qui le séparait de ses propres sujets. Il était un empereur sans empire, un général sans armée suffisante, un Romain gouvernant les ruines de Rome. De l'autre côté du Bosphore, une nouvelle force vibrante et implacable était sur le point de sceller le destin de Byzance. En 1451, le sultan Mourad II mourut, laissant le trône de l'Empire ottoman à son fils de 19 ans, Mehmed II. Initialement, les cours européennes et même les Byzantins sous-estimèrent le jeune sultan, le considérant comme inexpérimenté et faible. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Mehmed était brillant, ambitieux et obsédé par un seul objectif, la conquête de Constantinople. Il voyait la ville, non seulement comme un prix stratégique qui unifierait ses territoires en Anatolie et dans les Balkans, mais comme l'accomplissement d'une prophétie islamique et la réalisation d'un rêve ottoman qui durait depuis des générations. La ville était la pomme rouge, le symbole ultime de pouvoir et de légitimité. Mehmed était un homme de la Renaissance, parlant couramment plusieurs langues, mécène des arts et des sciences, mais aussi un stratège militaire implacable et un maître de la logistique et de la nouvelle technologie de guerre, la poudre à canon. Il ne perdrait pas de temps. Contrairement à son père, qui avait maintenu une paix inconfortable avec les Byzantins, Mehmed commença immédiatement à planifier le coup final. La chute de Constantinople ne fut pas un événement isolé, mais le point culminant inévitable de siècles de déclin byzantin et d'ascension ottomane. C'était l'affrontement final entre un passé glorieux, mais moribond, et un avenir expansionniste et puissant. Au centre de tout se trouvaient deux hommes. Un empereur déterminé à mourir pour une ville qui symbolisait un millénaire d'histoire, et un sultan déterminé à prendre cette ville pour forger un nouvel empire sur ses cendres. Le décor du plus grand siège du Moyen-Âge était planté. Le premier acte de Mehmed II pour concrétiser son obsession fut une démonstration magistrale d'ingénierie militaire et d'audace stratégique. À l'été de 1452, moins d'un an après le début de son règne, il ordonna la construction d'une forteresse sur la rive européenne du détroit du Bosphore, directement en face d'une forteresse plus ancienne construite par son arrière-grand-père, Bayezid Ier, sur la rive asiatique. Cette nouvelle forteresse, appelée Rumeli-Hisari, ou forteresse de Thrace, fut conçue dans un but singulier et létal: couper la principale ligne de vie de Constantinople, la route maritime vers la mer Noire, d'où la ville recevait des céréales et des renforts potentiels des colonies génoises. La construction fut un exploit étonnant de logistique et de main-d'œuvre. Mehmed réunit plus de 1000 maîtres maçons et des milliers de travailleurs, mobilisant des ressources de tout son empire. Il supervisa personnellement le projet, travaillant et encourageant ses hommes jour et nuit. En une période incroyablement courte de seulement 4 mois, d'avril à août, l'imposante forteresse, avec ses 3 tours massives, était achevée. La vitesse de la construction choqua et terrorisa les Byzantins. L'empereur Constantin XI envoya des émissaires pour protester, rappelant à Mehmed les traités existants. Mais le sultan répondit avec dédain, affirmant qu'il avait le droit de construire sur son propre territoire. Lorsque les émissaires persistèrent, ils furent décapités. Le message était clair, l'ère de la diplomatie était terminée. Avec Rumeli-Hisari garni de canons, le Bosphore était effectivement scellé. Tout navire qui tentait de passer sans la permission du sultan était coulé. Comme un navire vénitien le découvrit tragiquement, son équipage étant exécuté. Constantinople était maintenant isolée par la mer. Pendant que la forteresse s'élevait,
Mehmed se concentra sur l'autre pièce maîtresse de sa stratégie, l'artillerie. Il comprit que les murailles théodosiennes, l'une des œuvres d'ingénierie défensive les plus formidables jamais créées, ne pourraient être prises par des assauts conventionnels. Elles avaient repoussé plus de 20 sièges au cours d'un millénaire. Pour les abattre, il avait besoin d'une force sans précédent. Cette force vint sous la forme d'un ingénieur hongrois nommé Orban. Orban avait initialement offert ses services à l'empereur byzantin, mais Constantin, les coffres vides, ne put payer le prix qu'il demandait. Mehmed, en revanche, accueillit Orban à bras ouverts et lui demanda s'il pouvait construire un canon capable de détruire les murailles de Babylone. Orban, confiant, répondit qu'il pouvait construire un canon pour détruire les murailles de n'importe quelle ville. Le sultan lui offrit des ressources illimitées. À Edirne, la capitale ottomane, Orban et son équipe établirent une énorme fonderie. Là, ils créèrent une série de canons de bombardement, y compris la pièce la plus célèbre, la grande bombarde turque, ou basilique. Cette arme était une monstruosité de bronze, de plus de 8 mètres de long, d'un diamètre de presque 1 mètre, et capable de tirer des projectiles de pierre de plus de 500 kg à une distance de plus d'1,5 km. Le transport de ce canon d'Edirne aux murailles de Constantinople, une distance d'environ 240 km, fut en soi un défi colossal, nécessitant une équipe de 60 bœufs et des centaines d'hommes pour préparer la route devant lui. En plus de la bombarde d'Orban, Mehmed commanda des dizaines d'autres canons de diverses tailles, formant le plus puissant train d'artillerie que le monde ait jamais vu. Du côté byzantin, les préparatifs étaient une étude de désespoir et d'improvisation. Constantin XI fit ce qu'il put. Il envoya des appels urgents à l'aide à Venise, Gênes, au pape et aux royaumes d'Europe. La réponse fut décevante. Le pape Nicolas V promit son aide, mais seulement si l'union des églises était pleinement mise en œuvre, une condition qui approfondit les divisions dans la ville. Venise et Gênes, rivales commerciales, hésitèrent, craignant de compromettre leurs relations commerciales lucratives avec les Ottomans. Au final, l'aide qui arriva fut maigre et en grande partie d'initiative privée. Le plus significatif de ces volontaires fut un soldat de fortune génois expérimenté, Giovanni Giustiniani Longo, qui arriva en janvier 1453 avec 2 navires et 700 soldats bien armés, payés de sa propre poche. L'arrivée de Giustiniani fut un grand coup de pouce pour le moral des défenseurs. Constantin, reconnaissant son expertise en matière de siège, le nomma commandant de la défense terrestre. La force totale de défense était malheureusement petite. Les sources varient, mais le nombre le plus accepté est d'environ 5000 soldats byzantins et 2000 étrangers, totalisant 7000 hommes. Pour défendre 21 km de murailles contre une armée qui les surpassait de plus de 10 contre 1, c'était une tâche presque impossible. Ils effectuèrent des réparations urgentes sur les murailles, draguèrent le fossé et tendirent une gigantesque chaîne de fer à travers l'entrée de l'estuaire de la Corne d'Or pour protéger leur flanc nord où se trouvait la flotte byzantine. Tandis que Mehmed rassemblait une armée estimée entre 80 000 et 200 000 hommes, y compris sa troupe d'élite, les janissaires, et une flotte de plus de 100 navires, la ville assiégée se préparait à la fin. L'hiver de 1452 à 53 fut tendu, rempli de mauvais présages, comme une éclipse lunaire et des lumières étranges vues au-dessus de la ville, qui furent interprétées comme des signes de l'abandon de Dieu. Le courage ne manquait pas aux défenseurs, mais les ressources et les effectifs étaient massivement contre eux. L'anneau d'acier ottoman se refermait. Le lundi de Pâques, 2 avril 1453, les avant-gardes de l'armée ottomane arrivèrent devant les murailles de Constantinople. 4 jours plus tard, le 6 avril, le sultan Mehmed II lui-même arriva avec le corps principal de son armée et les énormes canons de siège. Le siège avait officiellement commencé. Le son qui suivit fut quelque chose que le monde n'avait jamais entendu auparavant.
Les bombardes d'Orban et les autres canons ottomans ouvrirent le feu, déclenchant un barrage qui, selon des témoins, faisait trembler la terre sur des kilomètres. Le vacarme était assourdissant, l'impact des projectiles de pierre contre les anciennes murailles était cataclysmique. Chaque tir de la grande bombarde, basilique, était un événement en soi. L'arme était si massive qu'elle ne pouvait être tirée qu'environ 7 fois par jour, car le processus de rechargement était lent et complexe et le canon devait être refroidi à l'huile pour éviter les fissures. Mais chaque impact était dévastateur. Les murailles extérieures, construites au 5e siècle sous l'empereur Théodose II, qui avait résisté à d'innombrables attaques pendant un millénaire, commencèrent à s'effondrer. La section la plus vulnérable était celle de la vallée du Lycus, où le terrain s'abaissait, et c'est là que Mehmed concentra son attaque principale. La stratégie ottomane était simple et brutale, un bombardement incessant pour créer une brèche, suivie par des vagues d'assaut d'infanterie. Cependant, les défenseurs, sous la direction énergique de Giustiniani Longo, firent preuve d'une résilience extraordinaire. Pendant la nuit, à la faveur de l'obscurité, des équipes de citoyens, hommes, femmes et enfants, travaillaient frénétiquement pour réparer les dégâts. Ils utilisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver: pierre, terre, bois et même des icônes religieuses, construisant des barricades improvisées dans les brèches. La défense était un mélange de technologies anciennes et nouvelles. Tandis que les Ottomans comptaient sur la poudre à canon, les Byzantins utilisaient leurs propres armes, y compris de petits canons, des balistes, des catapultes et, le plus redouté de tous, le feu grégeois, une substance incendiaire mystérieuse qui pouvait brûler sur l'eau et s'accrocher aux navires et aux hommes. Le feu grégeois, projeté à partir de siphons montés sur les murailles et les navires, était une arme psychologique terrifiante, mais ses stocks étaient limités. Giovanni Giustiniani se révéla être un maître de la guerre de siège. Il se déplaçait inlassablement le long des murailles, organisant les défenses, inspirant les hommes par sa propre bravoure et anticipant les mouvements de l'ennemi. Lui et l'empereur Constantin, qui combattait comme un simple soldat aux côtés de ses hommes, formèrent le cœur de la résistance. Dans les premières semaines, les défenseurs réussirent à repousser plusieurs assauts ottomans. La discipline et l'armure supérieure des soldats génois et byzantins, combattant dans des positions défensives étroites, leur permirent d'infliger de lourdes pertes aux troupes ottomanes moins bien équipées qui étaient envoyées en premier pour épuiser les défenseurs. Le moral à l'intérieur de la ville fluctuait. Chaque jour qui passait, l'espoir d'une flotte de secours vénitienne grandissait. Mais chaque jour, les murailles s'affaiblissaient et les provisions diminuaient. Le bombardement était une torture psychologique constante, un rappel implacable de la puissance écrasante qui s'accumulait à l'extérieur. La guerre n'était pas seulement menée sur les murailles. Un drame crucial se déroula en mer. Le 20 avril, un petit escadron de 4 navires, 3 génois et un navire de transport byzantin impérial, venant de la mer Noire avec des céréales et des soldats, tenta de briser le blocus ottoman. La flotte ottomane, sous le commandement de l'amiral Baltaoğlu, était largement supérieure en nombre, mais ses navires étaient plus légers et plus bas. Les navires chrétiens, plus hauts et plus robustes, formèrent une forteresse flottante. Dans la bataille qui s'ensuivit, près de l'entrée du Bosphore, les défenseurs de la ville observèrent avec anxiété depuis les murailles. Les Ottomans tentèrent d'aborder les navires, mais furent repoussés par les défenses supérieures et le feu grégeois. Malgré les probabilités, et avec l'aide de vents favorables, le petit convoi réussit à briser le blocus et à naviguer en toute sécurité vers le port de la Corne d'Or, à l'extase de la population de la ville et à la fureur du sultan Mehmed. L'humiliation de sa marine poussa Mehmed à concevoir l'un des plans les plus audacieux et ingénieux de l'histoire militaire. Si sa flotte ne pouvait pas entrer dans la Corne d'Or par la mer à cause de la Grande Chaîne, elle y entrerait par la terre. Il ordonna la construction d'une route de rondins de bois huilés sur la colline de Galata, le quartier génois qui restait neutre dans le conflit. Au cours d'une seule nuit, le 22 avril,
Ces ingénieurs et des milliers de travailleurs, utilisant la force de bœufs et d'hommes, traînèrent environ 70 navires de sa flotte du Bosphore par-dessus la colline et dans les eaux protégées de la Corne d'Or. L'impact psychologique sur les défenseurs fut dévastateur. Le lendemain matin, ils se réveillèrent et virent une flotte ennemie dans leur port, un flanc qu'ils considéraient comme sûr. La chaîne qui protégeait l'entrée de l'estuaire était devenue inutile. Désormais, les défenseurs devaient étirer leurs forces déjà rares pour garnir également les murailles maritimes le long de la Corne d'Or. Au même moment, une guerre sinistre se déroulait sous terre. Les Ottomans employèrent un grand nombre de mineurs, beaucoup d'entre eux serbes, pour creuser des tunnels sous les murailles, dans le but de les miner avec de la poudre à canon, ou de créer des passages pour que les troupes entrent dans la ville. La défense contre cette menace souterraine fut menée par un ingénieur écossais nommé Johannes Grant. Grant organisa une équipe de contre-minage. Ils utilisaient des méthodes ingénieuses pour détecter les tunnels ennemis, comme placer des bassins d'eau sur le sol pour observer les vibrations. Une fois qu'un tunnel était localisé, les hommes de Grant creusaient un tunnel d'interception. Le combat qui s'ensuivait dans les profondeurs sombres et claustrophobiques de la terre était terrible. Les hommes luttaient avec des épées courtes et des pioches dans des espaces étroits, et les Byzantins inondaient fréquemment les tunnels ennemis ou les remplissaient de fumée toxique et de feux grégeois. Grâce à l'expertise de Grant, toutes les tentatives ottomanes de minage furent frustrées. Mais la guerre souterraine ajouta une couche supplémentaire de terreur et d'épuisement au siège de 53 jours. À la fin de mai, après presque 2 mois de siège implacable, la situation à l'intérieur de Constantinople était désespérée. Les murailles étaient en ruine à plusieurs endroits, surtout dans la vallée du Lycus. Les défenseurs étaient épuisés, blessés et affamés. L'espoir de l'arrivée d'une flotte de secours vénitienne, la seule chose qui soutenait le moral, disparaissait. Un navire vénitien qui avait réussi à quitter la ville pour chercher la flotte de secours revint le 23 mai avec des nouvelles terribles. Il n'y avait aucune flotte. L'Occident avait abandonné Constantinople à son destin. La nouvelle écrasa ce qui restait du moral des défenseurs. À l'intérieur du camp ottoman, le sultan Mehmed devenait également impatient. Le siège s'éternisait plus longtemps qu'il ne l'avait espéré, et il y avait du mécontentement parmi ses troupes et ses conseillers. Son grand vizir, Halil Pacha, qui avait toujours été sceptique quant à la campagne, le pressait d'accepter une offre de paix des Byzantins en échange d'un lourd tribut. Mais Mehmed, poussé par son ambition et par le conseil de généraux plus agressifs comme Zaganos Pacha, décida de tout risquer dans un seul et massif assaut final. Le 26 mai, le conseil de guerre ottoman fixa la date de l'attaque finale, l'aube du mardi 29 mai. Les préparatifs de l'assaut furent méticuleux. Le sultan déclara un jour de repos, de prière et de jeûne pour ses troupes, leur promettant 3 jours de pillage illimité de la ville, comme c'était la coutume islamique. La nuit, le camp ottoman fut illuminé par des milliers de feux de joie et de torches, tandis que les soldats célébrèrent et se préparaient. Le bruit et la lumière créèrent une atmosphère apocalyptique qui terrorisa les habitants de la ville. À l'intérieur des murailles, l'atmosphère était de résignation sombre et de ferveur religieuse. Le 28 mai, l'empereur Constantin XI ordonna qu'une grande procession religieuse parcourt les rues. Des icônes et des reliques sacrées furent portées le long des murailles, tandis que la population priait pour un miracle. Cette nuit-là, une dernière messe fut célébrée dans la grande cathédrale de Sainte-Sophie. Ce fut un moment d'unité poignante. Orthodoxes et catholiques, grecs et latins, qui s'étaient amèrement disputés pendant tout le siège, mirent de côté leurs différences et reçurent la communion ensemble, en présence de leur empereur. Après la cérémonie, Constantin réunit ses commandants et prononça un discours émouvant, les exhortant à se battre jusqu'au bout pour leur foi, leur patrie et leur famille. Il retourna ensuite au palais de Blachern, demanda pardon à sa maison pour tout mal qu'il aurait pu faire et chevaucha vers les murailles pour inspecter les défenses
une dernière fois, prêt à mourir avec ses soldats. L'assaut commença environ 1h30 après minuit. Mehmed lança ses troupes en 3 vagues successives, conçues pour user et épuiser les défenseurs. La première vague était composée des Batibouzouk, des troupes irrégulières et mal équipées de tout l'Empire. Ils attaquèrent avec férocité, mais avec peu de discipline, et furent repoussés par les défenseurs menés par Giustiniani, subissant d'énormes pertes. Après environ 2 heures, Mehmed ordonna le retrait des Batibouzouk et lança la deuxième vague. Les régiments de troupes régulières d'Anatolie. C'étaient des soldats mieux entraînés et équipés. Ils se concentrèrent sur la section endommagée de la muraille dans la vallée du Lycus, et la lutte devint encore plus intense et désespérée. Les canons ottomans continuèrent à bombarder la zone, tuant souvent leurs propres hommes avec les défenseurs. Malgré cela, les chrétiens résistèrent, combattant au corps à corps dans les brèches pendant encore 2 heures. Finalement, peu avant l'aube, Mehmed joua sa carte finale. Il envoya sa troupe d'élite, les janissaires. C'étaient les meilleurs soldats du monde à l'époque, des guerriers professionnels dévoués au sultan. Ils avancèrent en formation disciplinée, au son des tambours et des trompettes. L'attaque des janissaires fut le point de bascule. La lutte atteignit un niveau de férocité sans précédent. Et puis, 2 événements fatidiques se produisirent presque simultanément. Giovanni Giustiniani Longo, le cœur et l'âme de la défense, fut gravement blessé, probablement par un tir d'arquebuse ou un fragment de canon. La blessure, à la poitrine ou à la jambe, l'incapacita. Avec une douleur atroce, il demanda à être retiré de la bataille. Son départ par une poterne dans les murailles intérieures provoqua une panique soudaine parmi les soldats génois qui pensèrent que leur commandant s'enfuyait. Le moral de la défense, déjà tendu à l'extrême, se brisa. À cet instant précis, un second désastre survint. Un petit groupe de janissaires, explorant les défenses près du palais de Blachern, découvrit une petite poterne, une porte utilisée pour les sorties de piétons, appelée Kerkoporta. Elle avait été laissée déverrouillée, possiblement par négligence, après une sortie la nuit précédente. Les Ottomans entrèrent et montèrent rapidement dans une tour voisine, hissant le drapeau ottoman. La vue du drapeau ennemi à l'intérieur des murailles répandit la terreur parmi les défenseurs restants. Des cris de « La ville est prise » résonnèrent le long de la ligne de défense. La résistance s'effondra complètement. Le chaos s'empara de tout. Soldats et civils coururent pour tenter de sauver leurs familles. L'empereur Constantin XI Paléologue, voyant que tout était perdu, se serait dépouillé de ses insignes impériaux et aurait plongé dans la vague de janissaires qui envahissait la ville, combattant jusqu'à la fin. Son corps ne fut jamais identifié avec certitude. Le dernier empereur romain mourut comme un soldat anonyme, défendant sa ville. La chute de Constantinople fut suivie de 3 jours de pillage brutal, comme Mehmed l'avait promis. La violence et la destruction furent indescriptibles. Des milliers de civils furent massacrés et des dizaines de milliers furent réduits en esclavage. Les églises et monastères de la ville, y compris la magnifique Sainte-Sophie, furent profanés et pillés de leurs richesses accumulées au cours des siècles. Des reliques sacrées furent détruites et des manuscrits anciens furent brûlés ou perdus à jamais. Des témoins oculaires, comme le chroniqueur byzantin Doukas, décrivirent des scènes d'horreur avec des rivières de sang coulant dans les rues pavées. Cependant, au milieu du chaos, Mehmed agit également pour préserver la ville qu'il entendait transformer en sa nouvelle capitale. Dans l'après-midi du premier jour, il entra triomphalement dans la ville. On dit qu'il chevaucha jusqu'à Sainte-Sophie, et voyant l'un de ses soldats briser le marbre du sol, le réprimanda, déclarant que les bâtiments lui appartenaient. Il ordonna que la cathédrale soit immédiatement convertie en mosquée, et le premier appel à la prière islamique résonna sur la ville conquise. Mehmed, qui serait désormais connu sous le nom de Fatih, le conquérant, agit rapidement pour repeupler et reconstruire la ville, désormais appelée Istanbul. Il offrit liberté et propriété aux habitants qui avaient fui, encouragea l'immigration de Turcs,
de Grecs, d'Arméniens et de Juifs de tout son empire, et transforma la ville en un centre cosmopolite vibrant, la capitale d'un nouvel et puissant empire ottoman qui durerait plus de 450 ans. Les conséquences de la chute de Constantinople résonnèrent dans le monde entier. Pour le christianisme, ce fut un coup dévastateur, la fin de l'Empire romain d'Orient, qui avait été un bastion contre l'expansion islamique pendant des siècles. La nouvelle choqua l'Europe, générant la peur et un appel tardif à une nouvelle croisade qui ne se matérialisa jamais. Stratégiquement, la conquête donna aux Ottomans le contrôle total du Bosphore et des Dardanelles, consolidant leur empire et fournissant une base pour de futures expansions en Europe qui culmineraient avec les sièges de Vienne au XVIe et XVIIe siècle. Économiquement, la chute de Constantinople eut un impact profond sur le commerce. Les Ottomans, contrôlant les routes terrestres traditionnelles vers l'Asie, les nations d'Europe occidentale, en particulier le Portugal et l'Espagne, furent encouragés à chercher de nouvelles routes maritimes vers les Indes. Cet élan fut l'un des principaux catalyseurs de l'ère des grandes navigations, menant au voyage de Vasco de Gama et Christophe Colomb, et finalement à la découverte des Amériques. Culturellement, la chute de la ville est souvent citée par les historiens comme l'un des événements qui marquent la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. La fuite d'érudits et de clercs byzantins vers l'Italie, emportant avec eux de précieux manuscrits grecs et romains et la connaissance de l'Antiquité classique, contribua à alimenter la redécouverte de l'apprentissage classique qui était déjà en cours. La perte de la ville sacrée pour l'islam et l'ascension de l'humanisme en Italie changèrent fondamentalement la psyché européenne. L'histoire de la Querco Porta, la petite porte déverrouillée, demeure un symbole puissant de la fragilité des grands empires. Bien que la chute de la ville fût probablement inévitable, étant donné les disparités de pouvoir, cet unique acte de négligence accéléra la fin et sert de rappel effrayant de la façon dont des événements monumentaux peuvent dépendre des moindres détails. La chute de Constantinople ne fut pas seulement la fin d'une ville, ce fut la fin d'un monde et la violente naissance d'un nouveau.